Bonjour Luc Solaire. Bonjour. Vous êtes alors professeur en médecine, docteur en informatique, expert en traitement d'images médicales, modélisation 3D, réalité virtuelle et augmentée, robotique chirurgicale et encore avec l'intelligence artificielle, vous l'appliquez au médical. Vous êtes également membre de l'Académie nationale de chirurgie et vous avez créé et présidé la société Visible Patient en 2013. Et pourtant, vous n'êtes pas médecin. Alors, vous l'expliquez euh, dans votre TED, un TED passionnant que je conseille à tout le monde, dans lequel vous parlez de votre parcours. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous résumer un peu votre parcours du petit Luc qui rêvait d'être chirurgien et qui a échoué en médecine au Grand Luc qui est aujourd'hui une référence mondiale en chirurgie. Alors, l'histoire, si je la résume, elle commence à l'âge de 5 ans, où je souhaite, enfin, je dis ouvertement que je veux être médecin plus tard. Un peu plus tard, je souhaite être chirurgien, c'est vers l'âge de 9 ans, 10 ans. Et je continue mes études et j'arrive en médecine. Et donc, je fais une première année de médecine et j'échoue au concours de fin de première année pour une mauvaise note en français, puisque j'ai 6 sur 30 en français. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'entre mes deux premières années de médecine, au lieu de partir en vacances, au lieu de faire autre chose, je vais aller voir un chirurgien, le professeur Lacombe, qui est le chef du service de chirurgie pédiatrique à Tours à l'époque, pour lui dire, voilà, plus tard, je voudrais être chirurgien. Est-ce que vous m'accueilleriez cet été dans votre service pour que je puisse découvrir? Alors, il m'accueille à bras ouverts, il me dit, ben, oui, bienvenue, vous découvrirez de l'intérieur. Et donc, j'ai passé 3 mois exceptionnels de ma vie. J'avais 18 ans, j'ai découvert la vie, la mort, j'ai tout découvert, je pense, du cœur de ce qu'est ce métier, c'est-à-dire se battre pour la vie des autres, se battre avec une équipe, en équipe, pour faire le bien, c'est-à-dire pour essayer de soigner, de rendre enfin, rendre un peu, enlever la douleur, essayer de guérir les patients finalement. J'ai découvert plein de choses à cet âge-là. Et donc, à l'issue de ces 3 mois de stage, où je finis en faisant 2 opérations du haut, c'est pas moi qui opère, c'est l'interne, mais je suis le second sur l'opération. Donc, c'est quand même assez exceptionnel quand on y pense. J'étais vraiment doué pour ça. J'étais comme je le disais toujours, hein, dans un bloc, moi, je suis comme un poisson dans l'eau, donc c'est mon élément. Et donc, le chirurgien, le président de la Lacombe, me dit, écoute, plus tard, tu seras certainement un excellent chirurgien, tu reconnais tout de suite tes structures, c'est inné chez toi, donc continue. Donc, je refais une deuxième première année de médecine et j'échoue à nouveau en médecine à cause d'un 7 sur 30 en français toujours. Et, et donc, bah là, ma vie s'écroule parce que je ne sais pas quoi faire. Et mes parents me disent, écoute, tu devrais faire de l'informatique, c'est un loisir pour toi, fais-en un métier. Ça- voilà, ça sera mieux que de rien faire. Et donc, je pars dans l'informatique. C'est pour ça que dans le TEDx, hein, j'explique que quand on tombe, il faut se relever et il faut repartir de l'avant. Et les parents, c'est ce qu'ils nous apprennent quand on fait les premiers pas et ils nous montrent un objectif. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et donc, voilà, je suis parti à Paris faire l'école des hautes études en informatique après avoir réussi mon doc science à Strasbourg, pardon, à Tours. À l'époque, je suis à Tours avec ce succès. Et là, je réussis très, très bien mon école. Et je finis en faisant le master, alors à l'époque ça s'appelait un 2A, mais le master de Paris 11, Orsay, où je vais uniquement par défiance, parce qu'en fait, le major de la promo de l'année d'avant moi, dans mon école, a raté le master d'Orsay. Alors j'y vais pour ça, pour montrer que notre école, elle n'est pas mauvaise, que c'était qu'un accident de parcours. Et au tout début de la formation de ce master, il y a la présentation des options. Et là, il y a Nicolas Ayache, qui est un professeur à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui va présenter l'option qu'il fait en cours en mettant une cassette vidéo de l'époque, hein, c'est les grosses cassettes, et il nous montre une vidéo où on voit un cerveau tourner en 3D. Moi, je suis là, je dis, mais c'est dingue, c'est du médical. Et il explique que, ben, en fait, il cherche, que pendant sa demi-heure de présentation, il cherche en fait cette année un étudiant pour développer en stage un simulateur de chirurgie digestive. Alors moi, je me dis, mais alléluia, les 3 mois que j'avais fait, c'était dans un service de chirurgie digestive pédiatrique. Ça tombe Donc je bien. fonce sur lui à la fin du cours, je lui dis, écoutez, je suis l'étudiant qu'il vous faut, je suis major de promo de mon école, j'ai fait 3 mois de bloc opératoire, les mains dans le cambouis, donc je sais exactement de quoi il s'agit, et il m'a pris en stage. C'est comme ça que mon aventure est revenue dans le monde médical. Il me propose une thèse qui va être cofinancée par un projet développé par l'IRCAD, l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif,
qui a été créé par Jacques Marescot, qui, vous le savez, fera l'opération Lindbergh entre New York et Strasbourg en 2001. C'était d'ailleurs le premier projet pour lequel je suis allé chercher des financements européens à l'époque en arrivant à l'IRCAD. Donc, il me dit, voilà, après ma thèse, je te propose un poste. À l'époque, j'avais aussi un poste qui m'était proposé par General Electric, extrêmement séduisant, un poste aux États-Unis. Mais Jacques Maresco me fait venir et il me dit, écoute, Luc, je ne pourrai jamais t'offrir le salaire que t'offrira General Electric, mais si tu viens chez nous, tu pourras aller au bloc autant de fois que tu veux. Et ça a suffi à faire mon C'était un bonheur. bon argument pour vous. Pour moi, c'était l'argument clé. Et donc, c'est comme ça que j'arrive. Donc, ma thèse, j'ai soutenue le 22 novembre 1998. Et un an, jour pour jour après être arrivé à l'IRCAD, le professeur Maresco me propose de présenter mes travaux à l'Académie de chirurgie, ce que je ferai donc le 22 novembre 99, un an jour pour jour, c'est un hasard. Et là, je vais présenter devant les sommités du domaine en chirurgie hépatique l'anatomie 3D virtuelle, ce qui est mon travail de thèse et ce qui est mon travail au quotidien de faire l'anatomie en 3D, devant Quinault et Bismuth qui ont inventé l'anatomie du foie. Et donc là, voilà, c'est le premier pas dans ce monde, ce retour dans le monde médical par la grande porte, puisque j'arrive à l'académie à ce moment-là en tant que présentateur seulement. Alors, il faudra 10 ans avant que je rentre à l'académie, même si ce n'est pas nous qui décidons de rentrer, ni même on n'est même pas candidat, hein. C'est l'académie qui vous propose et qui donc vous êtes parrainé, et puis ensuite il y a un vote de l'académie. Et donc je suis rentré à l'académie en 2019, 20 ans plus tard. J'ai une proposition de poste professeur associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Maresco, donc en médecine, par la faculté de médecine, et poste qui me permettra donc de devenir ainsi professeur en médecine. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de professeurs en médecine qui ne sont pas médecins, c'est pas forcément connu. Être professeur en médecine, ça veut dire professeur à la faculté de médecine, associé en général à un hôpital, ce qui est mon cas. Et ces professeurs, vous les retrouvez dans les services de médecine nucléaire, par exemple, pour les PET scans Hmm. ou pour les services d'électrophysiologie. Et en général, ils ont plutôt un doctorat en physique nucléaire ou physique tout court, ou parfois aussi en biologie. Ma particularité, c'est d'avoir un doctorat en informatique, et c'est ce qui fait de moi être un peu atypique, qui a pu créer des ponts entre ces deux mondes. Voilà. Alors, comme quoi, il faut croire en ses rêves. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était le thème de ce TEDx, mais en effet, comme vous le dites, le mieux, c'est d'aller le voir parce que là, je vous fais un résumé rapide. Ouais, vraiment, je le conseille à tout le monde. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la modélisation 3D ou la réalité augmentée sont utilisées en fait pour les interventions chirurgicales? Alors, la modélisation 3D, on va d'abord expliquer rapidement ce que c'est. On part d'une image médicale d'un patient, c'est un scanner ou une IRM, une image 3D anatomique. Ces images, en fait, c'est comme si on découpait en tranches le patient. Et ces images, en fait, permettent de voir le patient en trois dimensions, mais en réalité, c'est pas vraiment en trois dimensions, parce qu'en réalité, ces images, elles sont en coupe. Donc, concrètement, pour illustrer, hein, ça donne ce genre de choses. Je vais vous partager mon écran, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc, on part d'images médicales, qui sont des images scanner ou IRM, que vous voyez à l'écran. Et vous voyez, c'est des images qui ont une particularité, c'est qu'elles sont en niveau de gris et elles sont en coupe. Donc, vous voyez que pour voir le patient, je suis obligé de balayer image après image. C'est un peu comme une photo satellite finalement, où on aurait une vue d'une ville avec plusieurs images de la même ville. Et là, c'est en coupe. Par contre, c'est également au niveau de gris. Alors, problème, c'est que, nos yeux ne sont pas du tout faits pour voir les niveaux de gris. On perçoit à peu près que 30 niveaux de gris. L'image en contient plus de 2000. Et le deuxième problème, c'est que c'est en coupe, alors que nous, on est fait pour voir en trois dimensions avec nos deux yeux. Donc ça, c'est le départ. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va calculer dans cette image, exactement comme pour les photos satellites, et on va mettre en couleur, vous voyez, les différentes structures anatomiques. Ce que vous voyez apparaître là en couleur, bah, en fait, c'est les grandes artères de la ville, les grandes veines aussi, et les organes qui pourraient être comparés aux bâtiments. Et cette colorisation coupe par coupe, superposée, imaginez que vous avez des pièces de Lego et que vous affichiez ici chaque pièce en rouge, des pièces en bleu, et que vous les superposez coupe par coupe, et ben à la fin, on obtient ce modèle 3D qui est la copie virtuelle du patient. Donc ça, c'est la base, modéliser le patient en trois dimensions. Je ne rentre pas dans le détail comment on fait avec les algorithmes, mais c'est vraiment le point de départ. Et à partir de là, à partir de cette image, eh bien, en fait, on va pouvoir visualiser l'anatomie
de ce patient, mais aussi surtout les variations anatomiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui est différent de ce patient, du patient moyen qu'on a appris en anatomie. Et vous voyez, là, on voit à l'intérieur les vaisseaux qui lui sont propres, ces structures, ici le côlon, et on peut afficher ou retirer très facilement, en appuyant sur un bouton, vous voyez, les organes. Ça nous permet d'avoir la vue interne de notre patient sans avoir besoin de l'ouvrir. Donc ça, c'est la base. Et cette vue interne, une fois qu'on l'a, on va pouvoir l'exploiter, l'utiliser pour pouvoir préparer l'opération de façon optimale. Donc, quand vous avez une variation, ce qui arrive en fait pour tous les patients, eh bien, vous pouvez prédire la difficulté nouvelle liée à cette variation ou liée à la pathologie sans avoir ouvert le patient et sans aucun risque pour le patient. Et le deuxième point, c'est que vous allez pouvoir simuler l'opération sans rien faire sur le vrai patient, en prenant des risques entre guillemets virtuels, c'est-à-dire en disant, tiens, si je coupe là, qu'est-ce que ça va donner? Et ça, c'est un énorme bénéfice pour la prise en charge du patient, d'une part, mais aussi pour la réalisation de l'opération, c'est le deuxième point, puisque pendant l'intervention, on va pouvoir utiliser cette image. Donc, si je reprends un deuxième exemple pour illustrer rapidement, vous voyez ici une image d'un patient, cette fois-ci avec une pathologie à l'intérieur du rein, que vous voyez ici en vert, sur le rein gauche. La particularité de ce patient, c'est que normalement, on a une artère rénale. Et là, ce que je vais faire, c'est juste enlever les veines pour vous montrer les artères rénales. Il n'y en a pas une, en fait. Vous voyez ici, on en a une, deux, trois, quatre. Quatre artères rénales pour ce rein, quatre artères rénales pour l'autre rein, au lieu d'en avoir une seule. Évidemment, ce n'est pas la même chose, parce qu'on ne va pas couper les quatre, on va pouvoir couper qu'une partie, et on peut simuler cette découpe, etc. Donc ça, c'est l'avantage, parce que grâce à ça, je peux voir précisément pour ce patient où sont situées les structures anatomiques, où sont situées les structures pathologiques. Vous voyez ici, je mets en transparence ce rein. Je vois en blanc ici derrière, alors je vais retirer les structures osseuses pour mieux voir, pour mettre plus de contraste. Vous voyez, on voit la tumeur ici en vert. Je vois à l'intérieur toute la partie urologique et je vais rajouter les veines. Donc on a une vision extrêmement précise qui va me permettre pendant l'opération de dire ben, il va falloir couper cette petite branche et celle-ci, et c'est bon, j'ai fait mon opération. Donc ça, c'est la simulation patient spécifique qui enlève des risques, qui va du coup réduire les complications post-opératoires, mais pendant l'opération, on va réduire aussi les saignements, euh, des risques qui étaient avant, bah, tiens, je vais là, ah mince, il y a un vaisseau, je ne savais pas. Ben là, on le sait, en fait, on le sait à l'avance. Et vous voyez, là, dans ce cas précis, avec quatre artères au lieu d'une, il valait mieux savoir à l'avance. Alors ça, c'est la réalité virtuelle. Tout à Donc, fait. je suppose que vous avez un écran pendant l'opération à côté qui vous montre la modélisation 3D. Est-ce que vous avez utilisé des méthodes de réalité augmentée euh, Tout à fait. dans la même logique? En réalité augmentée, en fait, on va utiliser des systèmes de vision qui vont superposer à notre vue réelle la vue virtuelle. Donc, concrètement, là encore, hein, je vais à nouveau illustrer parce que ça sera plus facile pour comprendre. Concrètement, on va utiliser un casque qui est celui par exemple, de Microsoft, le casque HoloLens. Donc, vous voyez ici, le chirurgien a sur la tête le casque. Et voilà ce qui se passe pendant l'intervention. Il va, alors je vais couper le son pour que ça n'interfère pas. Vous voyez, là, il voit la copie virtuelle de son patient et il le prend avec ses mains comme s'il existait en vrai, alors qu'en fait, la copie n'existe qu'en virtuel. On a l'impression d'avoir un hologramme devant nous qu'on peut manipuler. C'est exactement ce qui se passe. Et vous voyez, le chirurgien, en fait, va manipuler l'anatomie pour voir précisément l'anatomie de ce patient. Ici, par exemple, les veines pulmonaires avec les variations qui sont présentes. Là, vous voyez, avec son doigt, il montre, il dit, celle-ci, je l'ai déjà eue, celle-ci, il ne faut surtout pas que je la coupe. Voilà, mentalement, il va retrouver son chemin avec ce système. Donc ça, c'est déjà une première étape de réalité augmentée, mais vous voyez, pas superposée au patient, à côté du patient. Et puis, il y a l'étape suivante, sur laquelle on est nombreux à travailler, qui est cette fois-ci de mélanger les images. Donc là, c'est une image que vous voyez réalisée à Rouen avec le professeur Bast. Et vous voyez qu'il a le casque sur la tête et il voit en transparence à travers la peau de son patient les côtes, il voit les poumons ici de son patient pour pouvoir préparer l'opération. Donc ça, ce qui est intéressant ici, c'est surtout aujourd'hui sur un plan pédagogique cet usage-là, parce que cet usage-là, on ne l'utilise pas encore en guidage, pas encore, je dis bien, ça va venir, mais pas encore, pour des questions de certification. Par contre, on peut déjà l'utiliser en pédagogique. Et imaginez, moi, si j'avais à l'époque
eu un casque comme ça quand j'allais au bloc, et ben, j'aurais pu comprendre beaucoup plus rapidement pourquoi le chirurgien plaçait les instruments comme ça, comme si, parce que tout simplement, je voyais derrière ce qui se passait en transparence. Alors, ce qui est vrai pour le poumon, il est vrai, je vais vous montrer un autre exemple ici sur le côlon. Vous voyez ici, on voit à travers la peau, là, on voit c'est l'abdomen, hein, et vous voyez le côlon, et vous voyez ici en vert la tumeur. Donc, avant même d'avoir ouvert, vous savez exactement où sont situées les structures. Du coup, bah, vous n'avez peut-être pas besoin d'ouvrir. D'ailleurs, vous allez peut-être mettre des instruments longs avec des caméras pour pouvoir mieux opérer. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que pendant que vous voyez ça avec votre casque, avec vos yeux directement, le reste de l'équipe, vous voyez, peut voir ce que vous voyez sur l'écran secondaire qui retransmet la vidéo de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comprenez bien que ces casques, hein, c'est des systèmes transparents, donc c'est comme des lunettes transparentes. Vous avez juste l'impression que l'organe apparaît devant vous, c'est ça qui est magique, ou que le patient devient transparent. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Aujourd'hui, on est à un stade d'évolution où on est en transition entre des travaux de recherche et les premières applications cliniques dans ce domaine-là. On a fait les premières applications cliniques. La toute première réalité augmentée, on l'a fait à l'IRCAD en 2004. Donc, vous voyez, ça commence à dater. Et Mhm. malgré cette date, c'est toujours pas aujourd'hui un produit accessible en routine. Alors, on a une entreprise française, il faut le dire quand même, hein, qui existe, qui est une start-up qui est à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Surge AR, qui a aujourd'hui un dispositif médical certifié pour le rein, pour la gynécologie et pour le foie. Donc, vous voyez, ça commence à venir, mais c'est quand même très, très innovant aujourd'hui et il y a très peu de systèmes accessibles. Ce que je note, c'est que vous avez évoqué le sujet qui est très important, c'est la formation. C'est un outil extraordinaire pour la formation, la projection, vraiment pour les futurs médecins. C'est quelque chose de très important. J'ai envie d'évoquer un autre sujet parce que je sais qu'il est lié effectivement à l'imagerie, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous dire comment, alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est une révolution au niveau médical et en quoi ça apporte des choses spécifiques, importantes et concrètes? Alors, l'intelligence artificielle, en fait, nous a permis d'accélérer nos traitements. J'ai fait mon premier algorithme d'intelligence artificielle en 1992. Donc, vous voyez, ça fait très, très longtemps que ça Longtemps existe. avant ChatGPT. Oui, mais à l'époque, c'était pas ChatGPT, mon algo, c'était déjà un algorithme de traitement d'image, mais on n'était pas incapable de faire ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement parce que les machines n'étaient pas à la hauteur d'un réseau de neurones qui demande beaucoup de ressources de calcul, d'une part, et de stockage de données, d'autre part. On n'avait ni l'un ni l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le développement du jeu vidéo, qui a permis le développement des cartes graphiques. Il faut quand même dire que tout est basé là-dessus à la base. D'ailleurs, pour tout vous dire, à l'origine de nos travaux à l'IRCAD, quand Jacques Maresco me recrute à l'IRCAD, la première chose qu'on fait, c'est de changer le paradigme qui consistait à acheter des gros calculateurs pour faire les traitements. À l'époque, on a dit, on fait un pari sur l'avenir, et l'avenir, c'est le jeu vidéo. Donc, on va avoir des cartes graphiques de plus en plus performantes. Donc, on va faire ça sur des PC standards. Ce qui était déjà quelque part un peu innovant et un peu visionnaire, je pense. En tout cas, ça nous a permis de prendre des longueurs d'avance assez importantes dans ce domaine. Et donc, les cartes graphiques aujourd'hui ont je vais y arriver, des chipsets Oui. spécifiques très, très, très performants et bien supérieurs à ce que fait un Intel de base, enfin votre carte mère, le processeur de la carte mère qui peut faire plein de choses, mais pas des calculs aussi rapides et aussi mathématiques. L'avantage des cartes graphiques, c'est qu'elles vous font, en fait, c'est des super calculateurs dans des tout petits chipsets que vous allez avoir dans votre ordinateur. Donc, ça a fait écrouler les prix de ces super calculateurs en le rendant accessible sur l'ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde, moyennant finance, évidemment. Une carte graphique de haut niveau, ça va coûter quand même dans les 3 000 euros. Mais enfin, 3 000 euros par rapport au calculateur de l'époque qui coûtait 300 000 francs, on va dire, donc 300 000 euros. Vous voyez, l'écart, il est quand même assez significatif. Donc ça a été le gap qui a permis d'aller vers l'intelligence artificielle sur la partie traitement. L'autre gap, ça a été le stockage. Rappelez-vous les disques qu'on utilisait avant, hein, les floppy disks, les 5 pouces 1 quart ou les 3 pouces et demi. Ouais. On n'avait rien dedans. Aujourd'hui, on a des super mémoires avec des téraoctets de stockage, ce qui nous permet de traiter énormément de données en volume. Et ces deux éléments ensemble, combinés aux algorithmes qui n'ont pas finalement si évolué que ça, hein, c'est les mêmes bases théoriques, c'est simplement, évidemment, on a adapté aux capacités machines, eh bien, permettent aujourd'hui à un système d'être efficient. Comment ça fonctionne? C'est souvent la question. Ben, en fait,
Une intelligence artificielle, il y a plusieurs modes. Il y a le mode sans apprentissage, consiste à dire, ben, regardez une image, est-ce que vous reconnaissez des choses qui se ressemblent dans cette image? Ah ben oui, tiens, là, il y a ce rond-là, il ressemble à ce rond-là, et puis ce rond-là. Et votre cerveau, sans même connaître de quoi il s'agit, peut-être que ce dont je parle, c'est peut-être des cellules, vous ne connaissez pas le nom des cellules, mais vous pouvez dire, tiens, ça se ressemble. Ça, c'est sans apprentissage. Et puis, vous avez le mode avec apprentissage, où on va vous dire, regardez, là, vous avez ce truc-là, ça s'appelle un cariotype, puis ça s'appelle autre chose, etc. On va vous donner des noms, et vous allez associer ce que vous voyez à des noms. Et quand vous allez en revoir des nouveaux, même si c'est séparé de l'autre image, vous allez le reconnaître. Cette phase d'apprentissage, eh bien, au niveau informatique, on a pu aussi le simuler par des sortes de réseaux de neurones. En fait, ça ressemble en termes d'architecture à un réseau neuronal. Et chaque nœud, c'est, on va dire, une statistique entre 0 et 1, d'être soit 1, soit 0. Et vous allez régler ces paramètres en rentrant des données, donc en apprenant au système. On appelle ça un entraînement pour l'algorithme. Pour que ça marche bien, il faut deux choses. Il faut une base d'entraînement qui soit solide, qui soit correcte, et il faut suffisamment de données pour qu'on apprenne bien sur cette base d'entraînement. Donc ça, on l'a utilisé, on a été un peu plus loin en ce qui nous concerne, on a pas mal de brevets en IA avec nos algos. On a par exemple créé ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle adolescente. J'aime bien en parler parce que je trouve ça assez amusant d'expliquer comment on peut faire évoluer. Une intelligence artificielle à base de connaissances, par défaut, va croire tout ce que vous lui dites. Vous lui dites que ça, c'est, par exemple, que le Père Noël existe. Vous lui apprenez Père Noël existe, Père Noël existe. Vous allez lui poser une question sur le Père Noël, il va vous parler du Père Noël comme s'il existait. Il ne va pas remettre en cause ce savoir tant que vous ne lui apprenez pas autre chose. Donc tout ce que vous allez lui dire, il va penser que c'est juste. C'est une base que j'appelle enfantine. La base adolescente, comme un adolescent, va remettre en cause le savoir acquis. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nécessairement, si on utilise de l'IA, c'est parce qu'on n'est pas capable de bien faire le travail. Sinon, on n'aurait pas besoin d'IA. Et forcément, nous, êtres humains, avec nos yeux pas très performants, on va faire des erreurs dans l'analyse des images médicales. Donc, quand vous allez apprendre à une machine avec votre propre savoir ce qui est juste et ce qui est faux, vous risquez de faire des erreurs. Et la base adolescente, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle va revoir ce que vous lui avez appris une fois qu'elle l'a appris. Donc, vous lui apprenez quelque chose, elle apprend. Et ensuite, vous lui demandez de revoir la base de connaissances qui a servi à lui apprendre. Et là, comme un adolescent, au lieu de dire tout ce qui m'a été dit est juste, l'adolescent, il dit quoi? Il dit, bah, je ne suis pas d'accord, moi, avec ça. Et il remet en cause votre savoir acquis. Et c'est très intéressant, cette remise en cause, si vous la gardez sous contrôle. Si ça devient une base, une IA adulte, c'est dangereux. Elle peut remettre en cause, par exemple, votre existence. Ça peut être un peu gênant quand même, en disant finalement, l'humain, il n'est pas si performant, je le remplace, et comme ça, j'ai plus besoin d'humain. Vaut mieux éviter ça, vaut mieux rester sur l'adolescent. L'adolescence reste sous le contrôle de l'adulte, dans le sens responsabilité. Et donc, à la fin, une fois que l'adolescent vous a dit, je ne suis pas d'accord avec ça, en tant qu'adulte, vous pouvez dire, oui, peut-être, oui, tu as raison. Pourquoi pas? Du coup, je vais changer ce que je pensais. Ou dire non, je ne suis pas d'accord. Même si peut-être, certains critères, tu penses que c'est mieux, mon critère à moi, c'est que c'est moins bien. On reste sur ce critère-là, c'est moi l'adulte. Ça peut être très important, ça, parce qu'imaginez une IA qui aujourd'hui, à qui on demanderait résous-moi le problème de l'écologie, peut-être qu'elle nous retirerait l'humain de la boucle, hein. Il faudrait mieux éviter. Alors, je voudrais qu'on finisse juste avant de parler de l'éthique que vous avez un petit peu abordé à l'instant, en termes de qualité des scans. Je sais que récemment, on a des nouveaux scans qui ont été développés pour avoir une qualité d'image bien, bien supérieure. Et ça, si vous pouvez en dire deux mots. Et comment l'IA permet d'améliorer également les images. Alors, l'IA, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser l'image comme nous, on l'aurait fait, mais beaucoup plus rapidement, parce qu'elle a une capacité d'analyse plus rapide. Mais surtout, elle a aussi une capacité de vision meilleure que nous. Vous savez que les images médicales sont en niveau de gris. Et nous, nos yeux perçoivent en couleur. Nos photorécepteurs dans la zone où on comprend ce que l'on voit sont des cônes et s'aperçoit que les couleurs. Résultat, on perd énormément d'informations alors que la machine, c'est exactement le niveau de gris. Donc ça, c'est la force de la machine, du numérique par rapport à l'humain. Et si vous combinez à cette force de détection, enfin de perception, une force d'interprétation, ce que permet l'IA, eh bien, vous êtes plus performant que l'humain. C'est pour ça que logiquement, grâce à des bons apprentissages, on permet avec une IA
de trouver des choses qu'on ne voyait pas avec nos yeux, par exemple détecter des tumeurs, ou par exemple vous proposer des solutions de thérapie que vous n'aviez pas pensé ou pas analysées, pas vues. C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est sa force. On gagne du temps et on est plus performant. Euh, il y a aussi des limites, hein, comme tout, c'est-à-dire que l'IA, en général, n'invente pas de nouvelles choses. L'humain, lui, il va être capable d'inventer beaucoup de nouvelles choses. Donc, l'IA va percevoir le réel, il va vous interpréter ce réel, mais en général, elle ne fait que reproduire par rapport à son savoir acquis. Et elle ne va pas vous inventer une nouvelle méthode, par exemple. Vous voyez, un peintre, par exemple, lui, il peut créer une nouvelle technique. On peut créer des choses comme ça. L'IA, non, elle va faire que sur la base de ce qu'elle a appris. Alors, si c'est une combinaison de choses apprises, ça peut sembler être nouveau, mais ça reste quand même que du savoir acquis. Ça, c'est important de le garder parce que l'humain a toujours sa place aussi dans cette boucle. Alors, à la fin, du coup, on est plus performant. On réduit les temps opératoires grâce à ces systèmes. On évite des erreurs d'interprétation des images. On est plus performant en détection des pathologies, donc en diagnostic. Les avantages sont majeurs dans plein de domaines. Et dans le cadre de la chirurgie, eh bien, on réduit le temps opératoire d'une demi-heure. On réduit les complications post-opératoires de façon significative, c'est-à-dire plus de 20%. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez important comme gain au final. Et on peut faire des choses qu'on ne savait pas faire nous-mêmes. Par exemple, une image d'un poumon, normalement, pour faire les reconstructions 3D des vaisseaux, pour les voir en 3D, il faut injecter un produit de contraste. Eh bien, avec une IA qu'on a développée et qui sera d'ailleurs certifiée le mois prochain, on n'a plus besoin de produits de contraste. Et ça, on ne peut pas le faire nous, hein. Il y a l'IA qui arrive parce qu'elle voit mieux que nous avec ses yeux à elle numériques. Mais nous, avec nos yeux à nous humains, on n'arrive pas à distinguer, donc on n'arrive pas à le faire. Donc c'est vraiment un vrai bénéfice de pouvoir utiliser l'IA dans le domaine médical. Alors, on a parlé de la 3D, on a parlé de la réalité augmentée, on a parlé de l'IA, il nous manque un élément, c'est la robotique. C'est quoi aujourd'hui l'état de l'art de la robotique en médecine? Est-ce qu'on l'utilise? Quels sont les cadres d'utilisation, etc. La robotique est utilisée depuis très longtemps. Alors, vous savez que l'IRCAD, hein, dans lequel j'ai été pendant 20 ans le directeur scientifique, était un pionnier dans le monde, dans ce domaine, en travaillant avec les sociétés américaines qui développaient les robots. D'abord Computer Motion et l'opération Lindbergh, où le professeur Maresco était à New York et la patiente était à Strasbourg. C'était en 2001. Vous imaginez? Et donc, ça, c'était vraiment un point essentiel. Aujourd'hui, le plus gros centre de formation, d'ailleurs, à la chirurgie robotique, est à Strasbourg, à l'IRCAD. Et c'est là où vous trouvez le plus gros volume de nombre de robots chirurgicaux pour apprendre la chirurgie. Donc cette chirurgie, elle est téléguidée, dans le sens où vous allez faire un geste et le robot va le reproduire. Les robots ne sont pas autonomes en chirurgie aujourd'hui. Ils sont guidés par l'humain. Par contre, il existe des systèmes dans ces robots qui peuvent vous éviter, par exemple, des gestes, par exemple, trop rapides, ou qui vont vous permettre de démultiplier vos gestes. C'est-à-dire, vous faites 1 centimètre de déplacement, mais l'outil dans le patient, lui, va faire 1 millimètre de déplacement. Vous voyez, ce n'est pas forcément la réplique exacte de vos mouvements. On peut retirer des tremblements, par exemple, avec un robot, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un instrument directement dans la main. Donc, il a ce genre d'avantage, mais aujourd'hui, il ne fait que répliquer une commande directe de l'humain. Il ne fait pas de choses autonomes en disant je décide moi-même de faire quelque chose. Ce n'est pas le cas actuellement dans la chirurgie. Je précise bien dans la chirurgie, parce que dans la radiologie interventionnelle, on est déjà passé à l'étape suivante. Vous pourriez peut-être interroger le docteur Toledano, qui est un très grand spécialiste dans ce domaine. Il utilise fréquemment des systèmes totalement automatisés pour la radiothérapie, où le robot va tirer lui-même les rayons X au bon endroit avec des systèmes totalement automatisés. Donc, on n'en est pas là en chirurgie. En chirurgie, ce n'est que sous le contrôle et sous le guidage d'un chirurgien. Et ce vers quoi on va avec l'intelligence artificielle, ça sera la prochaine génération, ça sera de l'automatisation. Alors, j'étais juste avant à l'IRCAD, je donnais un cours pour le cours intensif et je leur montrais justement une image avec un robot qui a été développé à Strasbourg. Et ce robot, en fait, a déjà une automatisation pour suivre les mouvements, les mouvements de mouvements respiratoires sur un organe. Vous savez que quand on respire, les organes bougent. Eh bien, ce robot peut suivre en temps réel et de façon totalement autonome les mouvements. Si vous voulez, je vous montre à quoi ça ressemble en 2 secondes. Bon, voilà. Donc là, vous voyez en fait, sans le système de tracking, vous voyez que l'organe bouge et la cible ici, la tumeur, c'est difficile de l'opérer puisqu'elle est en plein mouvement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans l'image
Et ce qui se passe, vous allez regarder, hein, je vous laisse mon curseur, c'est quand dans ça, ici dans l'image, donc ça c'est l'image avant, la tumeur reste au centre de l'image. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, c'est une deuxième caméra, le robot bouge tout seul. Il va suivre les mouvements en temps réel, en totale autonomie. Et ça vous permet de filtrer finalement les mouvements liés à la respiration. Donc ça, c'est vraiment le début de l'automatisation. Je dirais que c'est un peu le parking automatique dans la voiture ou le freinage automatique, si on veut. Il suit les mouvements en temps réel, comme quand on est sur l'autoroute et qu'on a une voiture devant nous et qu'on va ralentir automatiquement si la voiture devant nous ralentit. C'est un peu pareil, mais en version chirurgicale. Donc, les robots de nouvelle génération, c'est ce qu'ils vont intégrer. Ils vont intégrer des petits gestes répétitifs, compliqués, parfois comme celui-ci, qui ne sont pas faisables par l'humain. C'est-à-dire suivre en temps réel, en permanence, en bougeant ma caméra comme ça pour suivre la cible, c'est infaisable, hein, sans un système automatisé. Et ça, c'est vraiment l'intérêt des robots de demain. Grâce à l'IA, parce que là, derrière, c'est du traitement d'image temps réel par IA, on va pouvoir avoir ce genre de suivi, d'automatisation. Alors après, évidemment, il y a la vision supplémentaire, un robot qui ferait tout seul. Pourquoi pas? On le voit en radiothérapie. Après, il faut vraiment réfléchir au gain potentiel. C'est-à-dire que si on fait ça un jour, il faudra réfléchir pourquoi on le fait. Je fais partie de ces chercheurs qui pensent que si on doit utiliser les technologies, ça doit être avec un objectif de bénéfice derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Remplacer un geste humain par un geste machine, oui, si ça a un bénéfice. Non, si ça n'apporte rien. Parce que, accessoirement, ça aura un coût de faire cela, puisqu'il faudra acheter une machine, il faudra faire un certain nombre de choses, et puis il y a toujours un risque potentiel. Donc, oui, si ça a un bénéfice, là on le voit et clairement il y a un bénéfice, je ne peux pas le faire, je ne peux pas bouger, donc je ne peux pas opérer en mouvement, ce qui veut dire que soit il va falloir que je cale l'organe, donc que je le décolle de sa paroi, etc. Donc il y a un geste plus invasif, soit carrément que j'arrête de faire respirer le patient le temps que je coupe. Et tout ça, c'est des conséquences sur l'anesthésie, etc. Donc il y a un vrai bénéfice à faire des choses comme ça. Alors, je pense que tout le monde comprendra que là, on soulève des questions éthiques vertigineuses sur tous Oui. les sujets que vous venez d'aborder. Je vais alimenter encore plus, avant de vous poser la question, ce que vous pensez sur l'éthique avec l'étude qui a été publiée par Google sur une étude, alors je crois que c'est en double aveugle, entre des IA médecins et des patients médecins, enfin, pardon, des IA médecins et des vrais médecins. Et de l'autre côté, il y avait des patients IA et des patients réels. Et donc, l'étude de Google publiée en janvier a montré, en tout cas les résultats, évoquaient que d'une part, le diagnostic était bien meilleur chez les IA, mais plus surprenant, l'empathie perçue par les patients, les vrais patients, des relations avec les IA, je ne sais pas si tout le monde comprendra bien, mais en tout cas, était plus importante par rapport aux IA médecins. Donc, est-ce que vous avez vu cette étude et est-ce que vous pourriez, de manière générale, nous évoquer les risques ou les problématiques que soulève l'utilisation de ces technologies par rapport à l'éthique? Alors, il y a deux choses là que vous avez abordées. Il y a d'une part, parce que c'est deux choses séparées en fait, hein. Il y a d'abord l'analyse, donc le diagnostic fait par la machine. Et là, clairement, la machine est souvent meilleure si elle est mise seule. Mais la machine fait quand même des erreurs. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même l'IA aujourd'hui n'est pas capable de faire un diagnostic parfait. Il ne faut pas non plus oublier que cette IA, quand on la teste sur un diagnostic fait par l'humain. C'est-à-dire que on a un diagnostic établi qui a pu être établi quand même. Donc, on dit qu'elle est meilleure que l'humain, oui, parce que quand vous prenez une population de médecins, tout le monde ne va pas être en capacité de faire le bon diagnostic. Et la force de l'IA, c'est de niveler le niveau de diagnostic au-dessus de la moyenne. Mais vous trouverez toujours un expert meilleur que l'IA aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt, parce que on en parlera certainement plus tard, mais former les médecins de demain à l'utilisation de l'IA veut dire être en capacité de détecter les erreurs de l'IA. C'est ça l'essentiel, parce que l'IA peut faire des erreurs. C'est le cas de ChatGPT qui fait des erreurs, et vous le savez que si vous avez la connaissance de ce qu'elle va vous dire. Donc, vous voyez, la limite, elle est là. Mais ce qui est important de retenir, oui, l'IA est plus performante sur l'analyse, mais seule, elle va faire des erreurs. Ce qui est de loin le plus performant, et toutes les analyses le montrent, c'est quand vous combinez l'IA et l'humain. Quand l'humain est derrière l'IA, les deux ensemble ont une analyse meilleure que l'IA seule ou que l'humain seul. Et c'est ça le vrai usage le plus bénéfique et qui en plus a l'avantage d'avoir un contrôle humain. Donc ça, c'est un point important.
Le deuxième point, Donc, c'est pas ça n'a rien pour à tout de voir. suite que l'IA va remplacer complètement le médecin. Alors déjà, je ne sais même pas si ça arrivera dans le sens où c'est pas forcément souhaitable et qu'aujourd'hui, les lois ne le permettent pas. Et je ne pense pas que les lois de demain le permettront. Donc, en dehors de cet aspect juridique, qui est vraiment discuté, qui dépendra peut-être d'ailleurs des pays, puisque l'Europe clairement se positionne là-dessus, en dehors de cet aspect juridique, technologiquement, la réponse est oui, l'IA pourrait déjà remplacer le diagnostic de l'humain sur certains actes. Ça, c'est certain. Avec une capacité de détection meilleure que la moyenne, ça, il n'y a aucun doute. Mais comme elle peut encore faire des erreurs, vous comprenez le risque sous-jacent. C'est comme si vous preniez un avion qui vole en automatique en disant, bah, sachez qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, mais l'avantage, c'est que dans 99% des cas, il ne se crache pas. C'est exactement ça, hein. Et donc, évidemment, si vous étiez un passager, vous direz, oui, bah alors attendez, parce que moi, je préfère quand même qu'il y ait un pilote au cas où. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui, l'état de l'IA. Et c'est pour ça qu'il faut garder ça à l'esprit. Imaginez prendre un avion, je pense que c'est assez parlant parce que ça permet de comprendre le risque potentiel. Donc, sur cet aspect-là, on a répondu. Il y a le deuxième, et qui est très différent pour moi, qui est la perception. Et c'était une deuxième partie de l'étude qui était, une fois qu'on a fait l'analyse, on va l'annoncer au patient. Et la façon d'annoncer, alors là, pour le coup, c'est lié à un autre problème qui est le problème de la relation patient-médecin aujourd'hui. Cette relation a été détériorée par le volume horaire de travail qu'a un médecin en pratique et le temps qui lui reste pour pouvoir être au chevet de son patient, à pouvoir lui parler, on va dire, non plus en prenant le temps technique, parce qu'aujourd'hui, nos médecins principalement passent du temps technique pour résoudre les problèmes de leurs patients, c'est-à-dire pour les sauver, hein, concrètement, mais n'ont pas forcément ou n'ont plus forcément le temps humain de partager avec leurs patients. C'est vraiment un effort très, très important de pouvoir prendre ce temps humain. Et là où la machine est plus performante, c'est là. Parce que, en effet, sur la partie ChatGPT, la machine parle de façon beaucoup plus simple qu'un médecin, la machine va être capable de vulgariser son discours, contrairement à un médecin qui n'aura pas forcément acquis cette compétence parce qu'on lui aura tout simplement pas appris. Elle, la machine va pouvoir le faire. Et le simple fait de pouvoir vulgariser ce discours rend la machine plus sympathique dans le sens où, au moins avec lui, j'ai compris de quoi il s'agissait. Ça suffit en soi. Et si vous prenez le même temps et qu'il y en a un qui vous parle, un charabia du style, regardez, vous avez un double néphroblastome et on va vous retirer, on va faire une néphrectomie partielle à gauche et une néphrectomie totale à droite, alors que la machine va vous dire, vous avez une tumeur dans chacun de vos reins, on va vous couper la moitié du rein droit et on va vous couper la totalité du rein gauche. Vous voyez que dans un cas, on va peut-être comprendre, dans l'autre, non. Et ça rend la machine plus sympathique, forcément. On se dit, bah, au moins, elle s'est mise à ma hauteur, elle a compris de quoi je lui parlais. L'autre, il n'a même pas pris le temps de vraiment m'expliquer. Donc, ça, bah, c'est grâce à la capacité de langage de ChatGPT. ChatGPT est un très beau parleur. ChatGPT, comme toutes les IA de ce type, sont des très beaux parleurs. Attention aux beaux parleurs, ils vous disent aussi des choses fausses et vous croyez qu'ils vous disent des choses vraies parce qu'ils parlent tellement bien qu'on croit que c'est vrai. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est pas parce que c'est un beau parleur que tout ce qu'il va vous dire est juste. Comment on fait pour sécuriser tout ça? Quelles sont les normes de sécurité ou les régulations? Parce qu'on voit que les évolutions technologiques vont très très vite, hein. C'est assez impressionnant et là aussi vertigineux la vitesse à laquelle de nouvelles découvertes sont faites ou de nouveaux outils sont mis à disposition. Comment on fait pour s'assurer de normes de sécurité suffisantes ou de régulation? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors oui, c'est le cas, c'est-à-dire que vous êtes face à ce qu'on appelle les dispositifs médicaux à partir du moment où le système va être utilisé pour améliorer le soin aux patients. Donc les dispositifs médicaux sont régulés par des lois dans chaque pays. Donc, par exemple, Visible Patient, les modélisations 3D que nous réalisons à Strasbourg dans notre service, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on travaille sur des dispositifs médicaux qui sont certifiés actuellement dans 30 pays. Chaque pays a sa propre régulation. L'Europe a sa propre régulation. Les États-Unis, c'est la FDA. L'Europe, c'est le marché, etc. Et ça, c'est analysé par des organismes indépendants pour l'Europe. C'est organisé par la FDA, donc c'est public aux États-Unis. Et vous devez passer les épreuves, entre guillemets, les tests, qui vont en fait évaluer le risque de votre dispositif. Et cette évaluation du risque permet de dire si votre dispositif peut être utilisé avec ou sans risque. Et face au risque, vous devez apporter des
des solutions pour dérisquer, pour réduire le risque dans son usage au quotidien. Donc c'est extrêmement contrôlé euh, et ce contrôle permet de valider qu'on pourra avoir un usage clinique ou pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai montré le cas de réalité augmentée, je vous ai dit que c'est pour un usage pédagogique, parce que pour le pédagogique, il n'y a pas besoin de cette certification. Par contre, je dis, on ne peut pas l'utiliser encore en clinique, parce que pour le coup, les casques et les systèmes que je vous ai montrés ne sont pas certifiés pour le clinique actuellement, et donc n'ont pas droit d'être utilisés pour soigner le patient. Uniquement en pédagogique pour montrer à son élève, oui, mais pas pour me guider dans mon geste pour soigner le patient. Ça peut être dangereux si ça n'a pas été certifié préalablement. Mais ça, c'est important. Donc oui, il y a des régulations sur ce volet-là. Et puis il y a l'autre élément qui est très important, c'est la régulation de la donnée. Parce que comme on parle de l'IA, il y a deux éléments qui rentrent en jeu. C'est que pour l'IA, il va falloir qu'elle apprenne des choses, qu'elle s'entraîne sur des données. Et ces données, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Et actuellement, vous avez deux branches. La branche la plus classique, ce sont des données de patients. Et puis, vous avez une nouvelle branche qui est en train de prendre de l'ampleur parce que face à la régulation, ça posait un problème. Ce sont des données virtuelles qui sont générées par la machine pour faire apprendre le système à une machine. Donc, vous voyez, c'est marrant, hein, puisqu'on utilise la machine pour créer des données qui vont permettre à une machine d'apprendre. Donc, c'est des données de synthèse pour apprendre à la place de données réelles. On crée des clones virtuels de patients et sur ces images virtuelles, on va apprendre et on va permettre à une machine d'être efficace. Alors, c'est en pleine expansion et ça permettra d'éviter d'utiliser des données personnelles. L'utilisation de données de patients pose le problème, c'est que va devenir cette donnée, à qui elle appartient, d'abord évidemment au patient, mais surtout, est-ce qu'elle ne va pas être utilisée à des mauvaises intentions? Imaginez une banque qui apprend que vous avez eu un cancer par le biais d'une image, ou pire, vous n'avez pas de cancer, mais une IA dit, dans les 5 ans, vous allez avoir un cancer. Vous voyez, le problème, c'est que la banque ne va pas vous faire de prêt. Et donc, l'usage doit être limité. L'usage de la donnée personnelle doit être réfléchi, protégé, selon l'envie, évidemment, de chaque utilisateur. On peut le faire ou pas, mais il est essentiel d'avoir cette protection. Et le risque, il est là, d'où la loi, par exemple, en Europe, dite du RGPD, qui protège les données de chaque individu, pas uniquement médicales, hein, mais tout confondu. Et chaque pays a ses propres règles, ses propres lois, là encore, en matière de protection des données. Ça veut dire une loi, mais aussi des moyens techniques pour garantir la protection des données. On entend beaucoup de piratage en ce moment, notamment sur les hôpitaux. Donc, il faut aussi penser à ça. Comment je fais en sorte que demain, ces intelligences artificielles ne soient pas attaquées de façon à les rendre soit dangereuses, soit non performantes. C'est aussi un problème auquel il faut penser. Et là encore, à chaque fois qu'on développe aujourd'hui, on est obligé de penser non seulement au problème de base qui est déjà important, mais même au problème suivant, qui va être son usage en routine, qui doit inclure nécessairement la protection. Vous avez parlé de la FDA. Oui. Cette même FDA a autorisé Neuralink, la société d'Elon Musk, à implanter des puces dans le cerveau d'un tétraplégique. Donc ça a été fait. Il y a un deuxième patient qui serait en cours de traitement. Les résultats sont bons. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard par rapport à ça? Alors, on aborde des questions encore plus poussées sur la question de l'éthique. La C'est vraie pas question, fini, c'est pas c'est... fini. Oui. Mais alors là, on est en train de... Alors, bon, je vais faire dans l'ordre. D'abord, à quoi sert le travail d'un médecin à soigner son patient? Réduire ses douleurs et essayer de le soigner s'il a une pathologie, de façon à ce qu'il puisse vivre plus longtemps en bonne santé. Est-ce que le travail du médecin, du coup, signifie qu'on doit le rendre immortel? C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, l'humain n'est pas immortel. Or, tous les travaux, et Neuralink en fait partie, qui vont dans ce sens de l'homme augmenté, puisque c'est de ça dont il s'agit, Ça. posent la question de l'immortalité de l'humain. Et forcément, c'est une vraie question. Est-ce que l'humain doit ou peut devenir immortel à force d'ajouts comme ça de choses? Et jusqu'où on garde réellement une humanité dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on a affaire à des humains ou à autre chose? C'est des vraies questions qui vont devoir se poser, qui vont devoir être résolues parce que, en effet, ça pose cette question-là de rajouter des implants. Quelque part, un implant tel que celui de Neuralink, s'il sert à corriger des problèmes de communication neurale, c'est intéressant, ça a du sens. Le risque, il n'est pas là. Le risque, c'est si l'implant permet de contrôler la pensée de l'humain
ou d'orienter la pensée de l'humain. Alors, je viens de dire l'implant, mais soyons clairs, un téléphone portable, c'est pareil. Aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone, on l'utilise très souvent. Est-ce que les systèmes aujourd'hui qui sont mis sous notre main et au quotidien, pour nous comme pour nos enfants, ne sont pas déjà des risques d'orienter la pensée d'une population dans un sens plutôt qu'une autre, et donc de contrôler son vouloir, de l'empêcher finalement d'avoir la chose la plus importante pour un être humain, c'est d'avoir la libre pensée et la libre orientation de ses choix. C'est ça le problème de fond auquel il faut que l'on réponde. Ajouter des implants neuronaux, pourquoi pas, si ça permet d'améliorer les problèmes pathologiques qu'avait le patient. Si c'est pour demain pouvoir le contrôler, là, ça pose un vrai problème. Et donc, comme toute solution, il faut faire attention à donner des limites. Je prends souvent l'exemple du feu comme exemple pour illustrer. Le feu a fait évoluer l'homme, mais on a aussi des pyromanes. Jusqu'où on a le droit d'utiliser le feu? Quelles sont les limites qu'on va se donner? C'est exactement ça qu'il faut penser pour chaque élément. Et ça, c'est par définition l'éthique. Cette éthique doit penser au mauvais usage ou au risque d'un usage qui semblait bon d'une technologie pour éviter son mauvais usage. Vous avez parlé de l'homme augmenté, enfin l'homme réparé par rapport à l'homme augmenté. Évidemment, pour l'instant, on ne fait que soigner des pathologies très graves qui permettent effectivement une acceptabilité de l'utilisation de ces technologies chez l'homme, hein, par exemple un tétraplégique dans le cas de Neuralink. Évidemment, la technologie demain va permettre, par exemple, d'avoir un œil qui est plus performant, qui voit un œil robotique, hein, j'entends, qui voit plus loin, qui peut permettre de zoomer, qui peut voir éventuellement des différentes couleurs différentes ou en infrarouge, etc. Comment on va faire pour interdire aux gens de s'augmenter justement à tous les niveaux, pas que pour les yeux, mais des prothèses de manière générale. Pour le coup, ça peut être une loi qui permet d'interdire ce genre d'usage. Euh, je vais prendre l'exemple, pour que ça soit parlant, du sport. Vous avez vu les prothèses, hein, on a beaucoup parlé quand elles sont apparues. Elles permettent aujourd'hui à certains coureurs handicapés d'être plus rapides que des coureurs non handicapés, parce qu'elles ont une capacité d'augmenter la puissance de marche. Et entre deux coureurs, handicapés ou pas d'ailleurs, il y a des tenues, il y a des dispositifs, que ce soit des chaussures ou autres, qui peuvent augmenter votre capacité pour qu'on ait une égalité, et c'est important l'égalité, on est en France, ça fait partie quand même des trois piliers de notre société, eh bien, il a fallu mettre des règles qui étaient de dire non, ça, on l'interdit. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le domaine plus général de l'humain, on ne pourrait pas interdire tout simplement certains usages de technologie qui ne seraient pas au bénéfice de l'humanité. C'est le point fondamental. Et là, pour le coup, je peux vous garantir que le problème qui va se poser, il est au niveau, non pas national, mais au niveau international. Parce qu'en Europe, on a une vision de l'humain qui est prioritaire sur tout le reste, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Vous avez des pays dans le monde qui considèrent que le groupe social est plus important que l'individu. Et ce groupe social, s'il peut bénéficier d'une amélioration hein, d'un individu ou d'un groupe d'individus, le fera, même si c'est au détriment de cet individu. Et c'est là où il faut faire attention. Malheureusement, vous comprenez bien que, comme beaucoup de choses dans le monde, on le voit sur la politique, mais là, ça va être la même chose, on va avoir des différences significatives. La question, c'est comment, est-ce que ça va entraîner des, des disproportions ou des problèmes d'équilibre internationaux qui pourraient nuire à la défense d'un territoire ou d'une pensée? Peut-être, je ne sais pas aujourd'hui répondre à ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple hein, sur l'utilisation de l'IA. Vous avez entendu, il y a des drones aujourd'hui qui sont totalement autonomes et qui peuvent tirer sur des personnes. Et c'est arrivé en Libye, il y a eu un drone turc qui a tiré sur une cible qui était en Libye et qui a tué cette cible qui était censée être un terroriste par rapport à la définition qu'avait le gouvernement qui a fait ce choix. Normalement, ce drone était téléguidé, c'est-à-dire que le tir ne pouvait pas être autonome. Sauf qu'ils avaient prévu le cas, en cas de rupture de connexion, que le drone puisse utiliser son IA pour détecter la cible et tirer tout seul. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut réfléchir
à ce qu'on est en train de faire, on a des capacités, nous, êtres humains, à développer des choses incroyables. Et je pense qu'on peut aller très, très, très loin dans l'incroyable. À un moment donné, il faut aussi, nous, êtres humains, être capables de dire non à certains développements qu'on est capable de faire, mais qu'on se refuse de faire ou d'exploiter. Parce que sinon, on arrive à des conséquences délétères qui sont catastrophiques. On l'a vu sur le nucléaire. Le nucléaire a permis des évolutions prodigieuses sur l'énergie, sur des choses comme ça. Mais en même temps, mal utilisé, bah, ça donne des bombes nucléaires qui éradiquent la population et potentiellement notre planète. Et donc, face à ce risque, il y a eu des règles qui ont été mises. Vous savez bien que, évidemment, tant que tout le monde respecte ses règles, ça marche. Mais le jour où vous avez un fou qui décide de plus respecter ses règles, ça devient très dangereux. Ça sera pour moi exactement la même chose avec l'IA et avec l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'il faut donner des règles et j'espère que l'humanité, dans sa généralité, fera les bons choix pour aller dans les bonnes directions. Mais réellement, je considère aujourd'hui ça comme un risque potentiel, bien sûr. Alors, je vais vous donner une baguette magique. Dans les 10 prochaines années, là, vous pouvez imaginer tout ce dont vous rêvez, qui n'est pas possible aujourd'hui. Imaginez un petit peu l'avenir, que ça soit bah, dans tout ce qu'on a évoqué, hein, réalité augmentée, réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous imaginez qui est possible, même si c'est pas forcément imaginable à 100% aujourd'hui? Alors, je pense que ce que je vais dire est déjà très imaginable aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment ce vers quoi on se dirige assez facilement. C'est-à-dire que demain, on aura tous des mondes connectés qui vont détecter des choses, des paramètres vitaux, élémentaires et plus avancés. Et progressivement, on va avoir des systèmes qui vont vous dire, arrêtez-vous de travailler et attendez, un système va venir vous assister. Et là, vous avez un petit robot qui rentre dans votre bureau qui va peut-être vous dire je vous accompagne et en fait il va peut-être vous prendre, vous mettre sur un fauteuil, vous amener dans un centre médicalisé où là vous allez avoir du personnel humain qui va vous prendre en charge parce que la relation humaine elle est essentielle qu'elle perdure et ce personnel humain va utiliser des dispositifs là encore automatisés. Vous allez coucher vous, sur une table, l'appareil va vous faire une image. Vous aurez une reconstruction complète du corps, ce qu'on sait déjà faire avec le 3D aujourd'hui. C'est vraiment la base de notre travail. Cette reconstruction va être ensuite utilisée par des logiciels qui vont proposer une thérapie optimale. Ça, c'est un point d'évolution qui n'est pas encore aujourd'hui fait, mais qui va progressivement arriver grâce à l'augmentation des données accessibles. Ces différentes données vont permettre de choisir une thérapie qui ne sera plus une thérapie d'un médicament lambda si on a besoin d'un médicament ou d'un geste personnalisé. Ça sera vraiment, même pour le médicament, ça sera personnalisé. C'est-à-dire qu'on va dire pour vous, avec la prise de sang qu'on a fait, vu votre ADN, vu ceci, vu cela, eh bien en fait, on va vous faire un médicament sur mesure pour cette pathologie-là. Et c'est une maladie chronique qui va être du coup soignée. Si c'est chirurgical, alors ça sera un système robotisé, là encore sous contrôle de l'humain, qui va vous expliquer avant de vous opérer ce que sera votre opération. Facile à comprendre grâce aux images 3D, là encore, simulé avec une petite vidéo qui va vous expliquer ça avec un joli texte facilement compréhensible grâce aux systèmes qui savent parler de façon simple aux patients. Et cette vidéo qui est vue avec à côté de vous le médecin, si vous avez des questions complémentaires, vous allez l'accepter ou la refuser. Si vous l'acceptez, vous allez passer au bloc peut-être dans l'heure qui va suivre. Et puis, une fois l'opération faite, 2 heures après, vous vous réveillez et vous rentrez chez vous en fin de journée. Ce que je vous dis là, c'est déjà en grande partie faisable. D'ailleurs, c'est déjà en grande partie fait pour un grand nombre d'éléments. Il y a des éléments un peu nouveaux dans les médicaments, dans l'automatisation du geste, par exemple, etc. Mais réellement, il y a déjà une grande partie qui existe. Demain, ça sera juste plus facile d'y accéder parce qu'il y en aura un peu partout. Ça se sera démocratisé. Ça aura été certifié aussi. Voilà ce qui va se passer dans les 10 ans. Ça va être beaucoup de certifications de dispositifs qui sont déjà existants. Je pourrais vous montrer plein de vidéos, mais ça serait trop long. Mais je peux vous dire, dans tout ce que je vous ai dit, la majorité des choses existent déjà. Donc, Ouais, les nanorobots, on parle des nanorobots, des petits robots qui iraient dans votre corps et qui iraient réparer un petit peu ce qui ne va pas ou donner un peu bah, des petits trucs en plus qui permettraient de soigner des choses. C'est envisageable, ça? pourquoi pas? Pour pouvoir aller, par exemple, dans des vaisseaux et Ouais. retirer des caillots de sang, par exemple, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. L'idée, c'est peut-être aussi de les agréger,
c'est-à-dire que vous envoyez par une intraveineuse des nanorobots et vous allez les agréger dans un endroit bien particulier. Le risque potentiel avec les nanorobots, et il est réel, hein, c'est qu'on sait les injecter, par contre, on ne sait pas forcément les enlever. C'est-à-dire C'est un que, problème. euh, bah oui, parce que l'évacuation d'un corps humain se fait pas par n'importe quel biais. Vous avez plusieurs solutions possibles pour évacuer, hein, que ce soit au niveau des reins ou au niveau des selles. Ce sont les deux évacuations de base. En dehors de ça, après, il vous reste quoi? Ben, pas grand-chose en fait. Et donc, si jamais ces nanorobots ne décident de ne pas sortir par les reins ou par les selles, il ne vous reste pas grand-chose comme possibilité. Donc, vous allez les conserver. Et le risque potentiel, il est là. C'est-à-dire que conserver des nanorobots, ça peut donner un peu comme les satellites qu'on a autour de la planète. Tant qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça allait, mais quand on va en avoir beaucoup, ça peut poser des soucis. Alors, les upgrades de ces nanorobots, parce qu'il faut penser aussi à cette évolution, veut dire qu'en théorie, il faut vraiment que je puisse enlever les anciennes générations pour les remplacer par des nouvelles. Vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes au-delà même de la techno, parce que les technos, elles ont été montrées, démontrées. Oui, il est possible de faire des nanorobots. Oui, il est possible de les accumuler avec des champs magnétiques ou avec des systèmes de capture pour ça. Malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui vraiment comment les évacuer. Parce qu'une prise de sang, ben, on pourra peut-être en avoir quelques-uns, mais pas forcément tous. Imaginez si on doit faire une dialyse complète pour pouvoir faire circuler votre sang ou carrément une circulation extracorporelle pour faire sortir tout votre sang et le récupérer après avoir retiré les nanorobots, ça devient très très lourd quand même comme solution. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'où on ira. Peut-être qu'on trouvera des solutions aussi pour ça, parce que je pense que l'inventivité humaine n'a pas de limite. Euh, pour l'instant, en tout cas, c'est un peu précoce, on va dire. On va parler de géopolitique de la médecine, si vous voulez bien. C'est aujourd'hui une question simple, hein. Qui domine la médecine robotique, l'IA, toutes les applications technologiques appliquées à la médecine? Chinois, USA, d'autres? La France? Alors, en domination robotique, clairement, c'est les Américains, il n'y a pas photo. La société Intuitive Surgical est de loin le premier leader dans ce domaine pour tout ce qui est chirurgie des tissus mous. Au niveau de la partie orthopédique, c'est un peu différent, mais ça reste quand même des Américains. Vous avez pas mal de robots existants et ça se diversifie, mais les robots en orthopédie ont moins bien fonctionné, entre guillemets, que les robots en tissu mou, parce que ça ajoutait des contraintes supplémentaires, donc ce n'était pas forcément aussi pratique à l'usage que ce qu'a pu présenter les robots sur tissu mou. Mais aujourd'hui, oui, clairement, en chirurgie robotique des tissus mous, les Américains sont en tête. Maintenant, si on parle d'IA, c'est un peu plus compliqué parce que l'IA dans le domaine médical, ça reste aujourd'hui encore assez jeune. Et là, vous avez beaucoup de choses qui existent dans les prototypes ou dans les premières versions de logiciels utilisés. Et il y en a partout. Les Chinois sont très forts dans le domaine parce qu'ils mettent énormément d'investissement humain d'une part, mais aussi parce qu'ils ont accès à des données que vous ne trouvez que là-bas. Comme je vous le disais tout à l'heure, les règles sur la protection des données ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Or, si le gouvernement chinois considère que votre donnée est utile pour le développement d'un système, eh bien, vous n'avez pas le droit de dire non, en fait. Donc, c'est plus facile pour eux de créer des bases de données, je pense. Et en plus, au niveau du volume de personnel qui va travailler sur un sujet avec un niveau de formation qui est très élevé, il faut dire les choses aussi. Ils ont une très bonne formation de la population, ce qui leur permet d'avoir de vrais experts. On n'est pas dans une époque où on avait des pays en voie de développement. La Chine est un pays en avance sur beaucoup d'aspects sur le plan technologique, donc il faut en tenir compte. Les Chinois ont l'avantage du nombre, aussi bien en données qu'en personnel. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera les meilleurs systèmes, parce qu'en Europe, par exemple, on a la meilleure inventivité. Et si aujourd'hui les Français sont encore très présents en IA, c'est tout simplement parce qu'on est certainement les plus inventifs dans le domaine. À une époque, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben, je peux vous dire que c'est toujours le cas. On n'a pas On n'a forcément de toujours pas grandes de pétrole, oui, sociétés. ça c'est sûr. Oui, on n'a toujours pas de pétrole. On n'a peut-être pas non plus de grandes sociétés renommées en IA pour l'instant. Ça vient avec le temps, hein. On a de plus en plus de Mm. startups qui sont devenues des entreprises qui grossissent et qui sont de plus en plus performantes. Mais certainement, on a les moyens au niveau des ressources humaines en Europe parce que, il faut dire les choses, on a un système éducatif dans ce domaine-là qui est extrêmement performant et très 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 haut niveau par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc il y a une inventivité, mais aussi une compétence dans le domaine peut-être supérieure. Il faut s'en servir pour être plus performant demain. Alors ça c'est rassurant.
Et justement, vous parlez de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour les jeunes professionnels qui ont envie d'embrasser la carrière médicale, comme vous, hein, et qui ont cette passion ou cette envie de soigner demain? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport aux technologies, ceux qui sont éventuellement réfractaires, ceux qui ont fait déjà 10 ans d'études, où ils se sentiraient peut-être un peu menacés par rapport à tout ce qu'ils ont appris et est-ce que ça va encore servir demain? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débriefing de tout ça? Alors, si vous êtes médecin, ce qui est important, c'est de faire un DU, un diplôme universitaire. Il y en a plein aujourd'hui. Dans toutes les grandes universités, vous avez des DU IA pour la santé. Et ces DU vont vous permettre d'acquérir les notions de base de l'intelligence artificielle et surtout les notions de comment utiliser, exploiter l'intelligence artificielle et travailler avec. Ça, c'est très important. Et donc, quasiment toutes les grandes universités de France ont des DU spécialisés en IA pour la santé. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour les personnels médicaux. Si vous êtes plutôt avec un profil d'étudiant qui veut devenir ingénieur en informatique ou chercheur en informatique, alors là, il faut aller vers des écoles spécialisées dans le domaine et faire un master dans ces thématiques-là. Là encore, bah, vous avez le choix entre l'université ou les écoles. Les uns et les autres proposent des solutions. Et je dirais qu'on a besoin des deux. C'est très important à retenir parce que, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait une école qui est l'école des hautes études en informatique. Et puis après, j'ai fait un DEA et une école doctorale à l'université. Les deux sont utiles, mais tout le monde ne sera pas docteur en informatique et tout le monde ne sera pas ingénieur en informatique. C'est pas la même chose. Les ingénieurs qui s'arrêtent, entre guillemets, à la fin de leurs études pour aller directement travailler, ils ont une force, c'est leur capacité de développement de logiciels. Le chercheur, lui, ne va pas passer tout son temps là-dessus. Et donc, grâce à cette combinaison entre ingénieur et chercheur, vous arrivez à faire des choses extraordinaires. C'est exactement ce qu'on a chez Visible Patient, on a les deux, hein. Et c'est l'accumulation des deux qui nous permet d'arriver à ces résultats. Si j'avais que des chercheurs, je n'arriverais jamais à faire des programmes finalisés comme ce qu'on a. Si j'avais que des ingénieurs, je n'aurais jamais réussi à avoir les nouveaux algorithmes de traitement d'image. C'est les deux qui sont nécessaires. Donc, vous avez le choix. Si vous avez envie plutôt de travailler dans le logiciel final qui va être utilisé par l'utilisateur. Là, il y a plein de choses à faire parce qu'il y a, en dehors de l'aspect algorithmique, il y a toute la partie sécurité informatique, il y a la partie interface homme-machine. On parlait des casques tout à Oui. l'heure, ben, c'est un élément clé. Je dis souvent à mes élèves, vous pouvez faire la plus belle intelligence artificielle que vous voulez. Si à la fin, vous n'avez pas une bonne interface entre la machine et l'homme, ça ne sert à rien. Et l'exemple que je donne pour illustrer, je prends des images du film Iron Man et je leur dis, si, imaginez que le héros, il est dans son armure et il demande à l'intelligence artificielle Jarvis quelle est l'erreur sur ma combinaison et qu'elle lui répond, il y a une erreur 501, ça ne va pas l'aider des masses. Par contre, si lui montre en 3D sa combinaison en lui montrant les éléments qui sont rouges, qui sont défectueux, en 2 secondes, le cerveau humain va pouvoir interpréter l'information qui est lui fournie par la machine. Donc l'interface homme-machine est un élément crucial des développements de demain. Ce qui ouvre plein de portes en fait, parce que vous avez la sécurité des données, les interfaces homme-machine, les algorithmes d'analyse. C'est plein de possibilités différentes pour des profils différents d'ingénieurs et de chercheurs. Donc il y a plein de possibilités si vous voulez travailler dans ce domaine demain. On en parlait tout à l'heure dans les interfaces homme-machine, vous avez ChatGPT. C'est essentiel parce que la machine va vous parler, ça sera plus facile de comprendre et d'interagir. Plus facile si c'est bien fait. Sinon, c'est une catastrophe. Imaginez que la machine me parle en chinois, bah, je vais peut-être avoir du mal, moi. Donc, voilà. Alors pour conclure cette interview, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec notre audience sur l'avenir des technologies médicales dans notre société, pour ceux qui auraient peur ou ceux qui seraient peut-être trop enthousiastes aussi? Alors, ce que je fais souvent quand je fais des présentations pour le grand public, comme pour d'ailleurs les présentations d'un autre type, j'aime bien finir mes présentations en leur disant c'est normal d'avoir peur de ces nouvelles technologies parce que tout simplement, elles représentent un vrai risque. Il y a un vrai danger potentiel. Il ne faut pas le masquer, c'est une réalité. J'avais pris l'exemple tout à l'heure sur l'écologie, mais c'est une réalité. Et donc, pour illustrer ça, ce que je fais, c'est que je prends l'exemple de la mythologie grecque avec Prométhée qui avait donné le feu à l'homme. Vous savez, il avait été volé à Zeus et il avait Mhm. donné à l'homme. Et Zeus n'était pas content, il a attaché Prométhée à un rocher et un aigle venait lui manger son foie tous les jours. Alors, petite parenthèse,
le foie repousse, hein, vous le savez peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 456 avant Jésus-Christ, il savait que le foie repoussait, puisque c'était une perte perpétuelle. Je ferme la parenthèse. Simplement, cette punition n'était pas la seule. Et on va arriver au point essentiel. Zeus a fait une deuxième punition après ça. Il a créé la fameuse Pandore. Il a fait plutôt créer par 6 divinités Pandore, qu'il a offert en tant que femme aux frères de Prométhée, un autre titan. Et il a demandé à une des divinités de rajouter dans Pandore la curiosité. Et ensuite, Zeus a offert à Pandore une jarre en lui disant, faut pas l'ouvrir. Évidemment, comme il avait fait rajouter la curiosité, que fait Pandore? Ben, elle ouvre la jarre pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, on sortent tous les maux de la terre, la maladie, la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que Pandore, comme elle est aussi intelligente, hein, elle n'a pas que la curiosité, elle a tous les atouts et elle a l'intelligence, elle referme la jarre avant que le dernier mal en sorte. Il ne faut pas oublier que Hopkins avait dit qu'on était en train d'ouvrir la boîte de Pandore avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi en fait concrètement? Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Pandore. Ce qui reste dans cette boîte de Pandore, qui est en fait une jarre, hein, c'est une seule chose, qui s'appelle Elpis en grec, qui, si elle est traduite aujourd'hui, veut dire espoir. Mais en réalité, le mot Elpis à l'époque voulait dire attendre sans agir. Et les divinités grecques de l'époque, Zeus, faisait ça pour que l'humain, face à la maladie, n'ait pas d'autre solution que demander l'aide de Dieu. Face à la mort, il n'avait que Dieu comme solution et pas lui-même. Par contre, si on agit face à la mort, face à la maladie, on peut trouver des solutions par nous-mêmes et les dieux n'ont plus autant d'importance. Et vous voyez d'ailleurs comment l'évolution de nos sociétés ont pu évoluer avec ces évolutions de la science. Ce qui est important derrière ça, c'est que si on libère cet dernier élément, c'est-à-dire si on enlève le choix de choisir, c'est-à-dire la volonté de dire non, je vais choisir mon avenir. Elle puisse attendre sans agir, donc qui serait libéré veut dire je le laisse enfermer, il n'est pas libéré, donc j'agis. C'est très différent ça de libérer Elpis, qui est de dire je ne fais plus rien. C'est le risque de l'IA actuellement. Si vous développez des IA qui font tout toutes seules, vous n'avez plus rien à faire. Si l'IA décide pour vous tout ce qui est à faire, elle vous dit tu dois manger à telle heure parce que sinon tu vas mourir, tu dois faire ceci, ceci, cela, et qu'elle prend toutes les décisions à votre place parce qu'elle le fait mieux que vous, et que ça a été démontré. Où est votre liberté? Vous êtes face à cette Elpis, vous attendez sans agir, c'est la machine qui décide tout pour vous. C'est un vrai risque. Face à ce risque, il y a une solution. Et je reviens sur Prométhée, c'est la solution du feu. Au lieu de mettre l'IA en autonomie, il faut la laisser sous le contrôle de l'humain. Quand Prométhée donne le feu à l'humain va domestiquer le feu. Et cette domestication veut dire non pas que le feu ne devient pas dangereux, il reste dangereux, mais on lui a donné des limites, on a donné des règles, on a condamné ceux qui l'utilisaient à mauvais escient. C'est ça l'avenir. L'avenir de l'IA, il ne sera positif pour l'humanité que si on fait comme pour le feu, on la domestique, on lui met des règles et des barrières. Si on la laisse libre de toute possibilité, on aura libéré l'Elpis de la boîte de Pandore. La conclusion, elle est donc là. Soyez conscients de cet objectif de contrôler les évolutions de notre société, que ce soit l'IA ou autre chose d'ailleurs, hein, toute innovation technologique. C'est ça l'éthique, c'est être conscient des risques. Et face à ces risques, n'ayez pas peur de les prendre parce que vivre, c'est prendre des risques. L'intelligence, c'est de les contrôler pour le bien de l'humanité. Eh ben, c'est sur cette analogie mythologique qu'on se quitte. Merci beaucoup, Luc Solaire, pour toutes ces réflexions et ces éclaircissements. Et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.